Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, Il était une fois, Armel Jope. Armel Jope, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez été durant de nombreuses années professeur de langue classique et puis directeur dans une école à Bastogne. Et puis, en une vingtaine d'années, vous avez publié des livres dont quelques-uns ont reçu les prix suivants aux éditions Robert Laffont, parmi lesquels Elena Vanek qui a reçu le prix Emmanuel Robles, Les fausses innocences qui a obtenu le prix du jury Jean Giono, Tu ne jugeras point, prix des lycéens de Belgique, et Dans la gueule de la bête, prix Marcel Thierry de la ville de Liège. Et vous venez de publier en 2016, toujours aux éditions Robert Laffont, un roman intitulé Et je serai toujours avec toi. Vos livres, 20 livres, de nombreux prix. Comment vous sentez-vous, Armel Jope? Comment je me sens? Très bien, voilà. Se dire que voilà, une vingtaine de livres et puis Oui. récompenser de la sorte pour un auteur, pour un romancier. Oui, c'est évidemment toujours agréable de recevoir des récompenses. Surtout, je pense, le plus important pour moi, ce sont les prix du public. Donc, par exemple, le prix des lycéens, c'est quand même un prix qui est flatteur pour un auteur, puisqu'il est décerné par 3 à 4 000 lycéens. Et il y a aussi des prix, évidemment, qui sont la reconnaissance de grands professionnels, comme le prix Giono. Oui, bien sûr, c'est encourageant, disons. Quand on écrit un roman comme vous l'écrivez, est-ce que vous pouvez parfois vous dire, quand vous avez terminé le dernier point de votre roman, vous dire, tiens, là, je pense qu'il sera apprécié, ou bien c'est toujours un risque quand vous l'envoyez dans le public? Ah oui, oui. Quand le roman est terminé, j'ai toujours l'impression qu'il est tout à fait abominable, qu'il n'y a rien de bon. Je suis toujours très, très perplexe quand un roman est terminé. On voit surtout les défauts, ce qu'on aurait voulu faire. Le résultat n'est jamais à la hauteur des espérances. Mais heureusement, jusqu'ici, je peux dire que ça se passe quand même bien, que j'ai un certain public qui apprécie mon travail. Comment est-ce que vous êtes passé, parce que vous avez été professeur de langue classique, puis directeur d'école, Oui. et pendant ces années-là, tout en étant directeur d'école, vous avez commencé à écrire des romans. Comment est-ce que l'on passe de ce type de carrière ou de vie professionnelle à une vie de romancier? Peut-être parce qu'il y a quand même une composante unique dans tout ça. C'est mon goût pour la pédagogie. Donc à l'époque où j'étais professeur, je n'ai rien du tout publié. J'écrivais déjà, mais je n'ai rien publié. J'ai commencé à publier quand je suis devenu directeur, parce que j'avais l'impression que le travail que je faisais comme professeur au contact avec mes élèves, en essayant de les faire réfléchir, de leur poser des questions, de piquer leur curiosité, tout ce travail-là, je ne pouvais plus le faire. J'étais enfermé dans mon bureau de directeur. Et en quelque sorte, mes romans, c'est la suite de mon travail de professeur, mais j'ai élargi mon public. Voilà, mon public d'élèves, c'est devenu mon public de lecteurs, en quelque sorte. Mais je fais le même travail, je crois. J'essaye de poser des questions, j'essaye de faire réfléchir à travers mes romans, comme je le faisais quand j'étais en classe. J'ai été prof de latin et de grec, je n'ai jamais eu l'ambition de faire parler le latin et le grec à mes élèves, mais par les textes latin et grec, on pose beaucoup de questions, on essaye d'amener les jeunes à réfléchir à leur culture, à ce que nous sommes aujourd'hui par rapport au passé, etc. Et on peut faire le même genre de travail, je pense, par la littérature. Justement, si des jeunes nous regardent et entendent parler du latin et du grec, qu'est-ce que vous leur diriez? Dire, voilà, allez-y, ça vaut la peine. Quelle formation de l'esprit ces langues peuvent-ils nous donner aujourd'hui encore? Ces langues restent, me semble-t-il, très intéressantes pour rendre l'esprit plus vif. Voilà. D'abord parce que ce sont des langues tout de même relativement complexes qui nous obligent
à réfléchir avec d'autres stratégies que celles que nous utilisons dans notre langue maternelle. Il y a cette espèce de décalage linguistique qui est quand même important vis-à-vis des langues anciennes. Et puis il y a toute cette culture dont la nôtre est issue et qu'on voit en quelque sorte dans sa première vigueur et qui nous interroge certainement dans notre culture d'aujourd'hui. Cette formation classique que vous avez reçue, est-ce qu'elle vous influence aussi dans votre manière d'écrire ? Oui, je pense que je reste un philologue qui écrit, parce qu'un philologue, c'est quelqu'un qui analyse les textes, qui essaye de comprendre les textes, qui essaye de voir la pensée sous-jacente, qui remet en question les textes qui viennent du temps passé. Et le romancier, c'est quelqu'un qui pratique de la même manière avec la réalité d'aujourd'hui. Il la met sous le microscope en quelque sorte, il va prendre une tranche de vie, un roman c'est toujours une tranche de vie, qu'on va placer sous le microscope, qu'on va essayer d'analyser, d'aborder sous tous les angles, de décaper, en sorte de voir quelle est la vérité qui se trouve en dessous des apparences. Dans la vie, nous sommes malheureusement condamnés à vivre avec les apparences. Nous n'avons que l'apparence des autres, nous n'avons que ce qu'ils nous livrent, ce qu'ils nous disent. Et dans un roman, on va voir en dessous des apparences. On va, par exemple, ça n'étonne aucun lecteur que le romancier lui livre les pensées ou les sentiments d'une autre personne. Mais dans la vie courante, comment pourrions-nous connaître les pensées d'une autre personne ? Je ne connais pas vos pensées, mon cher Philippe. Peut-être heureusement. Oui. Ah ben oui, peut-être que c'est très heureux que vous vous dites, mon Dieu, quelle émission totalement ratée. Mais comme vous me souriez, j'ai tendance à penser que tout va bien. Dans un roman, voilà, si on faisait un roman avec la petite séquence que nous vivons aujourd'hui, peut-être que le romancier écrirait que l'intervieweur était en train de s'ennuyer à mourir et qu'il se demandait s'il avait bien fermé le robinet du gaz avant de partir. Ça, personne ne le sait, mais le romancier, lui, il sait ce genre de choses. Donc il va en dessous de la surface des choses, et ça, c'est, je pense, très intéressant. Justement, dans le cas en tant que romancier, avez-vous le sentiment que votre écriture a elle-même mûri au fil des 20 années déjà maintenant que vous publiez des romans, où vous dites, tiens, non, je suis resté égal à moi-même. J'ai l'impression que mon style lui-même, mon style d'écriture, il n'a pas beaucoup évolué, parce que comme j'ai commencé à écrire assez tard, mon premier roman a été publié quand j'avais 45 ans, c'est vrai que j'avais déjà eu le temps d'écrire pas mal, et puis comme en tant que prof de latin et grec, j'ai fait beaucoup de traductions, donc je me suis beaucoup fatigué sur la langue française pour essayer de la faire concorder avec les grands écrivains de l'Antiquité. Donc je crois que mon style, ma manière d'écrire, qui est très classique, je ne suis pas quelqu'un qui casse la langue, je pense que c'était relativement au point et que, à mon avis, ça n'a pas beaucoup évolué. Mais en revanche, bien sûr, étant donné le nombre de romans que j'ai déjà écrits, qui s'intéressent tous à des situations, à des thèmes très différents, je crois que je suis un peu moins bête que quand j'ai commencé à écrire, évidemment. Dans le livre « Tu ne jugeras point », je rappelle qu'il y a eu le prix des lycéens de Belgique. Voilà, je suppose qu'il s'est fait dire, c'est un livre quelque part que les lycéens ont dû lire. Oui. Ça fait partie sans doute du programme scolaire dans certaines écoles. Ça vous fait quoi de vous dire qu'aujourd'hui, vos livres font partie du programme scolaire et peut-être qu'ils sont critiqués par vos anciens collègues ? Ah mais comme je l'ai dit tout à l'heure, du fait que j'ai commencé à écrire en prolongation, en quelque sorte, de mon activité pédagogique, je ne peux que me réjouir qu'on lise mes romans, et tant mieux si on les critique. Mais je vais très souvent dans les écoles, je vois beaucoup d'écoles chaque année, je me rends dans les classes. Très souvent, j'ai l'occasion de discuter avec les élèves qui ont lu tel ou tel de mes livres. Très souvent, d'ailleurs, Tu ne jugeras point, qui est beaucoup lu dans les écoles. Et à chaque fois, je suis évidemment ouvert à toutes les réflexions, toutes les remarques, toutes les critiques que les élèves peuvent faire. Je les incite même à énoncer leurs critiques. C'est ça le travail qu'ils doivent faire. Même si vous ne pouvez pas, en tant que romancier, entrer dans la pensée des élèves que vous rencontrez, comment est-ce qu'ils réagissent quand ils vous voient arriver ? Ils se disent, tiens, voilà, c'est l'auteur du livre que nous avons lu. Oui.
Quels sont les rapports qui sont dans un premier temps? Je pense que les auteurs sont souvent invités dans les écoles dans le but justement de rendre l'auteur plus proche des élèves. Pour la plupart des élèves, un auteur, c'est quelqu'un qui est dans le dictionnaire et c'est quelqu'un qui est mort, de préférence, quoi. C'est Victor Hugo. Et donc quand ils voient arriver un auteur en chair et en os, bon, c'est vrai que ça les impressionne toujours un petit peu. C'est un métier assez rare, évidemment. Donc oui, c'est impressionnant. Ahmed Job, je vous propose de nous retrouver dans quelques instants. Ahmed Job, 20 livres, une dizaine de livres en une vingtaine d'années. C'est moi, les chiffres, ça n'a jamais été mon fort. 20 livres. 20 livres quand même, 19 en une vingtaine d'années. exactement. 19 oui. exactement. Racontez-nous un petit peu la naissance d'un livre, si c'est possible. La naissance d'un livre, un livre, ça part d'une idée. On a envie de parler d'une situation, on a envie de parler de certains personnages, mais très souvent, au début de l'écriture d'un roman, on n'a quand même que très très peu d'éléments. Je ne sais pas exactement ce que sera le roman. Voilà, je pars je peux partir même d'une simple phrase, de quelques mots, et à partir de là, je vais construire mon roman. Je vais devoir inventer des personnages que je vais mettre au travail. Il faut qu'ils agissent, et au fur et à mesure qu'ils agissent, il y a des problèmes qui vont se poser. Et très rapidement, les personnages prennent une certaine consistance, les faits se mettent en place, au point que quand on arrive à peu près à la moitié du roman, en tout compte fait, on n'a plus qu'à observer ce que les personnages font. Mais le roman, il n'est pas fabriqué à l'avance. Le roman, il se fabrique au cours de l'écriture. Ah oui, donc vous avez une inspiration au départ, Oui. vous vous laissez conduire, et puis petit à petit, Tout à fait. Je ne sais pas du tout comment l'histoire va évoluer. Si on parle par exemple, je vais donner un exemple, ce sera peut-être plus clair. Si j'écris mon roman, quand j'écris mon roman, Tu ne jugeras point. Voilà, j'ai envie de parler de la disparition d'un enfant. Voilà, c'est un roman qui raconte la disparition d'un enfant. Mais quand je commence le roman, je ne sais absolument pas qui a fait disparaître cet enfant. Je sais que les circonstances de la disparition sont telles que la mère de l'enfant sera certainement soupçonnée d'avoir un rôle un peu ambigu dans cette disparition. Mais en quoi est-elle responsable ou en quoi est-elle innocente? Cela, je ne le sais pas en commençant le roman. Je vais le voir parce que je ne connais pas encore cette femme. Je vais la connaître peu à peu parce qu'elle va parler dans le roman, elle va parler de sa vie. Et puis moi, en tant que romancier, je peux aller dans son passé, je peux voir ce qui lui est déjà arrivé, et peu à peu, elle va acquérir une certaine personnalité qui me révélera son rôle exact dans l'histoire que je veux raconter. Mais je ne la sais pas au début. Je ne voudrais jamais écrire un roman qui serait prêt d'avance. Parce que j'aurais l'impression de faire simplement du remplissage. Je n'aurais aucune occasion de découvrir quelque chose. Or, le roman, d'abord pour le romancier, c'est une interrogation sur les êtres humains qui sont complexes, qui sont mystérieux, qui ont leurs secrets, qui nous réservent des surprises. Et cela, c'est quelque chose que je veux absolument préserver dans l'écriture du roman. Et dans cette écriture, est-ce que vous partagez un petit peu vos idées? Est-ce que vos proches vous disent, tiens, voilà, je suis en train d'écrire ceci, etc. Ou bien c'est top secret, on n'entre pas? Non, c'est le blackout total, parce que je pense qu'un roman, vous devez l'écrire de manière tout à fait indépendante. Et je pense que si je parlais du travail que je fais à quelqu'un proche de moi, imaginons que je sois tellement content de la page que j'ai écrite le matin, que je la lise à mon épouse à midi, quand je viens manger avec elle, je me dirais certainement c'est génial parce qu'elle m'aime beaucoup, mais peut-être qu'elle dirait oui, mais tout de même, ton dialogue là, il est un petit peu musclé. Non, tu ne trouves pas qu'il est un peu musclé? Je dis, mais comment? Mais c'est mon dialogue, de quoi tu te mêles? Et j'aurais l'impression d'un parasitage de mon travail, mais je suis persuadé que le lendemain, en recommençant à travailler, je me dirais, peut-être qu'elle a raison, tout compte fait. Je vais changer un petit peu ce dialogue, je vais l'édulcorer.
mais alors ça veut dire que mon roman, il prend une autre direction. Si votre personnage ne parle plus comme vous aviez pensé spontanément, avec votre instinct, vous avez pensé qu'il devait parler comme ça, mais ça veut dire que ce personnage va être différent jusqu'à la fin du roman. Et le roman, de cette simple intervention, va prendre une tournure peut-être très différente de celle qu'il aurait prise s'il n'y avait pas eu cette intervention. Je pense qu'il vaut mieux travailler il vaut mieux travailler dans la solitude, avec ses seules ressources. Et de cette manière, si le livre est très mauvais, au bout du livre, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Est-ce que votre épouse est comme votre première lectrice ou pas? Est-ce qu'elle a lu tous vos livres? Ah, c'est ce qu'elle dit en tout cas, oui. Oui, si, bien sûr, elle a lu tous mes livres, oui, bien sûr, oui. Quand vous vous enfermez comme ça pour pouvoir écrire, est-ce que vous utilisez les moyens techniques aujourd'hui? Vous travaillez directement sur ordinateur ou vous êtes encore je ne dis pas la plume-doigt, mais... Non, j'écris tout de même toujours avec un stylo. Je fais du brouillon sur des feuilles de papier, sur des cahiers de brouillon, même la plupart du temps. Non, je ne peux pas écrire directement mes textes sur mon ordinateur. J'ai l'impression que l'ordinateur s'impose à moi, en quelque sorte. Il m'aligne mon texte tout de suite. Si je commets une erreur, il balaye tout ce que j'ai supprimé. Et je suis toujours devant quelque chose de terminé, d'impeccable. Et moi, j'aime bien que mon travail soit un travail un peu artisanal, où on peut encore tripoter la matière, où on peut raturer, on peut se fâcher sur la page. Je ne peux pas jeter mon ordinateur à la poubelle, hein. Mais une page de brouillon, oui, ça je peux le faire quand je ne suis pas content de mon travail. Donc je préfère travailler comme ça, mais évidemment au bout du travail, je tape mon texte sur mon ordinateur, oui. Et là, vous autorisez encore à changer quelque peu? Oui, bien sûr, oui, on peut encore s'autoriser des corrections, c'est sûr. Oui. Vos livres, vous diriez, ce sont tous des romans ou parfois vous allez un peu dans le conte? Tous mes livres sont des romans, sauf un recueil de nouvelles qui s'appelle La femme de Saint-Pierre. Ce sont des nouvelles inspirées de l'Évangile. Mais donc là, il ne s'agit pas de romans, il s'agit de figures évangéliques, mais ce sont des figures un peu accessoires. Je parle de personnages accessoires des évangiles. D'ailleurs, la femme de Saint-Pierre, c'est la femme de Simon-Pierre, et donc je lui donne la parole. Elle explique comment elle a vu les choses, comment elle ressent le fait que son mari, comme ça, est parti tout à coup avec un prêcheur et qu'on ne le voit plus, et elle reste toute seule en Galilée. Elle se pose quand même beaucoup de questions. Je trouvais que c'était un point de vue assez intéressant. Tout à fait. Justement, la Bible, les évangiles sont une source d'inspiration pour vous parce que tu ne jugeras point et je serai toujours avec toi. Ce sont quand même des phrases qu'on a pu lire Oui. ça et là dans ce livre, dans la Bible. Est-ce que c'est une source d'inspiration pour vous? Oui, bien sûr. Je suis un lecteur assidu de la Bible, en tout cas des évangiles, et de Saint Paul notamment, que j'aime beaucoup. Je n'écris pas des livres religieux au sens strict, mais je pense que les questions d'ordre religieux, ou d'ordre spirituel en tout cas, sont toujours présentes dans mes romans, parce que dans la mesure où un roman essaie de décaper un peu, d'aller au plus profond des êtres humains, inévitablement, il va rencontrer les questions religieuses. Tous les êtres humains se posent des questions religieuses. Donc, elles ne sont pas toujours posées dans mes romans en termes chrétiens. J'ai écrit un roman qui s'appelle Les eaux amères et les personnages principaux sont juifs et ils se posent donc les questions, évidemment, avec leur culture juive. Mais les questions d'ordre religieux ou spirituel sont essentielles, me semble-t-il, si on veut vraiment parler des êtres humains en ne restant pas à la surface de ce qu'ils sont. D'une certaine manière, est-ce que vos romans, il y a cette quête de sens, mais est-ce que aussi une morale chaque fois, une éthique qui est proposée dans vos romans?
roman? Je pense qu'un romancier n'a pas à faire la morale à ses lecteurs. Je crois que rien ne serait plus désagréable pour un lecteur, me semble-t-il, que d'être confronté à une morale. C'est une espèce de finale à la Fontaine où on dit « Attention lecteur, tu as bien compris en lisant mon roman qu'il ne faut pas faire ceci ou qu'il faut faire plutôt cela ». Le lecteur est un adulte, il peut se faire une idée lui-même. Ce qui est intéressant dans le roman, ce n'est pas de donner une morale, mais c'est d'essayer de montrer ce qu'il y a en dessous des apparences des choses, d'essayer d'aller jusqu'à la moelle de notre vie et de faire comprendre au lecteur que dans la mesure où on analyse avec profondeur les événements de la vie, où on essaie de comprendre les êtres humains avec profondeur, nos idées peuvent beaucoup changer. Moi, je crois qu'un roman est réussi dans la mesure où mon lecteur, arrivant à la dernière page et refermant son roman, se dit « Eh bien, je ne pensais pas que c'était comme ça. » Alors là, je pense que j'ai gagné. Je ne lui ai pas fait la morale, mais je l'ai amené à se poser des questions sur telle ou telle situation. Je vous propose, dans quelques instants, nous allons analyser peut-être un peu plus en profondeur ce roman, donc, Et je serai toujours avec toi, qui vient d'être publié aux éditions Robert Laffont. Venons-en justement à ce roman, donc, Et je serai toujours avec toi. Ce roman, cette histoire. Alors peut-être que je vais l'approcher d'une manière un peu biaisée, puisque j'ai été repérer un peu les liens avec les évangiles ou avec la Bible, ou en tout cas des dimensions un peu chrétiennes dans ce que j'ai retrouvé moi en vous lisant. Mais peut-être d'abord une phrase qui m'a touché, c'était « Vous faites une différence entre la tendresse et l'attendrissement ». Oui. Oui, l'attendrissement, bien sûr, c'est. Je pense que je fais plutôt une critique de l'attendrissement qui est quelque chose d'un peu narcissique. C'est le sentiment de bien-être qu'on ressent quand on entre, on se met dans une situation de tendresse. Mais je pense que la tendresse en tant que sentiment ou attention à quelqu'un d'autre, c'est assez différent de l'attendrissement qui est plutôt narcissique. Dans ce livre, il y a cette femme, cette héroïne, on peut le dire, qui, à un moment donné, va vis-à-vis de ses deux fils, elle va dire, voilà, elle a un peu cette foi du charbonnier, et par rapport à ceux qui remettent tout en doute, vous parlez de ça. Oui, donc l'héroïne du roman, Teresa, qui est polonaise, c'est une femme qui a été élevée évidemment dans l'Église catholique. Et elle est croyante et elle est pratiquante, alors que ses deux fils qui ont une vingtaine d'années, ils ont été élevés aussi dans la religion catholique, mais bon, ils ne pratiquent plus. Et à Noël. À Noël, oui, enfin comme beaucoup de gens, parce qu'ils sont obligés d'attendre la messe de minuit pour manger après. Mais c'est vrai qu'eux, ils ont abandonné toute pratique. En tout cas, je ne veux pas dire qu'ils ont abandonné toute croyance, mais ils ont abandonné toute pratique et ils jettent sur leur mère un regard un petit peu goguenard comme ça. Ils pensent qu'elle a une certaine naïveté. Et c'est vrai c'est une femme qui défend sa foi. Et elle la défend en expliquant qu'elle préfère vivre dans ce monde spirituel, même avec des pratiques un peu simples peut-être, voilà, une dévotion pour la Vierge, elle met des cierges, etc., plutôt que d'être dans le monde sec, le monde rationnel, le monde matérialiste dans lequel ses fils veulent absolument s'enfermer. En dehors de ça, d'ailleurs, c'est une femme qui, au cours de tout le roman, va être obligée de remettre ses opinions religieuses en cause, parce qu'elle est confrontée à des événements mystérieux qui se passent dans sa vie. Alors, est-ce qu'elle va croire
à une influence de son mari qui est mort sur sa vie. Elle est tentée de le penser. Et puis petit à petit, évidemment, elle rationalise d'une certaine manière et elle réfléchit beaucoup à ses croyances. C'est une femme très intelligente en réalité. Tout à fait. Et est-ce que je peux aller jusqu'à dire qu'à un moment donné, dans ce livre, dans ce roman, vous dénoncez une certaine forme de théologie de la souffrance? Oui, je crois qu'il y a certains passages, effectivement, où les fils de Teresa ne peuvent que l'inciter à renoncer à cette espèce de théologie qui consiste à dire plus on souffre, mieux c'est aux yeux de Dieu, comme s'il fallait absolument trinquer un petit peu pour avoir pour mériter la grâce ou l'attention de Dieu. C'est certainement un des aspects de la pensée religieuse qui est qui est rejetée même carrément par les fils de Teresa, oui. Dans ce romancier, à un moment donné, est-ce que Dieu a quelque chose à se reprocher dans la création qu'il nous a confiée? Je ne pense pas que Dieu ait quoi que ce soit à se reprocher. Ce sont les hommes qui ont beaucoup de choses à se reprocher. Dieu, je crois, personnellement, a lancé le monde en quelque sorte, mais il y a une phrase du Talmud que j'aime beaucoup. On demande à un sage, à un rabbin, on lui demande pourquoi Dieu n'a pas terminé sa création, pourquoi est-ce qu'il n'en a pas fait quelque chose de parfait. Et le sage, dans le Talmud, répond « c'est pour que les hommes puissent achever sa création ». Bon, donc voilà, Dieu a remis, me semble-t-il, Dieu a remis la création aux hommes et c'est à eux, bien sûr, de faire le travail maintenant. Est-ce que je peux dire à eux de faire le job ? Dans ce livre, justement, Armel Job, oui. On voit quand même qu'on peut créer, mais on peut aussi participer à certaines formes de décréation. Oui. Un des autres héros, il participe à cette décréation dans certaines attitudes. Je ne vais pas révéler plus parce que j'invite vraiment chacun à découvrir ce livre. C'est un peu le prix de notre liberté. Le mal est présent, évidemment, dans le livre, bien sûr, même le mal le plus terrible. Mais c'est inhérent à la liberté de l'être humain, évidemment. Nous ne sommes pas condamnés à faire le bien. On peut faire le bien, on peut adhérer au bien, mais le mal est toujours présent, je crois. Et le mal nous menace. C'est une des choses, je pense, à quoi on peut réfléchir dans le livre. Parce que le personnage qui s'est rendu coupable de crimes abominables dans ce livre, il a aussi un aspect extrêmement sympathique. Il se présente comme, au départ, quand on ne sait pas ce qu'il a sur la conscience, on peut le trouver extrêmement sympathique. D'ailleurs, il est aimable, il est bienveillant, il est généreux, il rend service, mais ça n'empêche que pendant une certaine période de sa vie, il s'est rendu coupable de crimes épouvantables. Et je crois qu'une illusion qu'on peut avoir, c'est de penser que les crimes les plus épouvantables ne peuvent être commis que par des monstres, et donc pas par nous. Nous ne nous ressentons pas comme des monstres, évidemment. Et donc on pense que le mal, c'est pour les autres. Or, l'histoire a montré à de multiples reprises que le mal, et même le mal le plus terrible, est commis par des gens ordinaires qui se trouvent tout à coup dans des situations extraordinaires, mais qui vont verser dans le mal alors qu'ils s'en seraient crus incapables. Ça, c'est aussi peut-être un avertissement dont nous devons tenir compte. Nous ne pouvons pas penser que nous sommes à l'abri du mal. Moi, je crois qu'il y a en nous la capacité du plus grand bien, mais aussi la capacité du plus grand mal. Tout dépend parfois simplement des circonstances. Dans mon roman, il est question de la guerre de Yougoslavie. On sait tous que tous ces peuples de l'ancienne Yougoslavie, les Croates, les Serbes, les Bosniaques, se sont livrés à des crimes épouvantables. Et ces crimes n'ont pas été commis par 3 ou 4 personnes, ils ont été commis massivement par l'ensemble de la population.
Ah ouais, nous arrivons déjà au terme de notre magazine, mais simplement dire que voilà, vous nous surprendrez jusqu'à l'avant-dernière page de ce livre qui ouvre vers la vie quand même, hein, parce qu'il y a vraiment cela. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de nous présenter à la fois votre œuvre, mais aussi ce dernier livre, Et je serai toujours avec toi, qui vient de paraître aux éditions Lafon. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Il vous est loisible, si vous le souhaitez, de revoir ce magazine en allant sur le site catobel.be. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.